Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là si nombreux pour cette troisième édition de ma thèse en 180 secondes, donc édition orléanaise. Je suis Johan Todinka, vice-président recherche de l'Université d'Orléans. Comme je n'ai sûrement pas le talent orateur que vous espérez des candidats, je vais essayer au moins de tenir, peut-être pas en 180 secondes, mais pas beaucoup plus. Donc, je commencerai par remercier déjà toutes celles et tous ceux grâce à qui cette manifestation peut avoir lieu, donc les collègues de l'université, évidemment, Centre Sciences qui nous a énormément aidés en préparant les candidats et pour l'organisation de l'événement, nos partenaires, CASDEN, MGEN, la Fondation de l'Université, la Conférence des présidents d'université. Je remercie les nombreuses personnes du public qui représentent les collectivités territoriales, la ville, enfin la métropole bientôt, la région, la délégation régionale à la recherche et à la technologie. Donc ravi de vous voir si nombreux, de voir beaucoup de jeunes qui sont sûrement venus supporter les collègues qui vont faire leur présentation tout à l'heure. Aussi beaucoup de chercheurs et enseignants-chercheurs qui sont venus faire la même chose. Et je vois qu'il y a beaucoup de collègues qui n'ont pas forcément des candidats dans leur laboratoire, mais c'est un événement... c'est vrai, là tout à l'heure, je m'indignais quand j'entendais que c'est la troisième édition. J'ai le sentiment d'en entendre parler depuis des lustres. Donc c'est vraiment un événement qui me marque. C'est aussi dans une tendance... Oups, j'ai perdu mon jeton, je ne pourrais plus voter. Ça s'inscrit aussi dans une tendance où on demande de plus en plus de choses à nos doctorants et des choses de plus en plus variées. Ils passent par une période de la vie, en tout cas une période professionnelle qui est exceptionnelle. Je pense que la thèse, malgré le stress afférent et malgré la forme de précarité qui va avec le contrat de 3 ans où il faut cravacher pour finir ses recherches, ça reste une période absolument extraordinaire dont ils savent profiter, dont ils doivent profiter. Et la thèse, ce n'est pas que de la recherche, c'est aussi toute la partie communication, aller vers la société, expliquer ce qu'on fait. J'ai vraiment bon espoir que les choses évoluent dans le bon sens. Je pense que les docteurs sont maintenant déjà nettement plus facilement appréciés par l'industrie et par tout le tissu socio-économique. J'ai quand même connu un temps où quelqu'un qui sortait avec un doctorat et qui ne cherchait pas à faire une carrière d'enseignement-recherche, c'était limite mal vu. Ce n'est plus le cas. Et c'est grâce à nos jeunes collègues qui participent à ce genre d'événements aussi, qui font ce travail de communication scientifique et technique, peut-être industrielle également, que les choses évoluent dans le très bon sens. Donc, encore merci à tous et je déclare ouverte cette troisième, enfin presque. Pardon, j'ai failli oublier ma pub parce que, avec le rôle politique, évidemment, on me dit n'oublie pas de faire la pub pour telle ou telle chose. Donc, heureusement, l'université organise un certain nombre d'événements et j'en profite parce que ça s'adresse et aux doctorants, aux jeunes docteurs, aux chercheurs et peut-être à des entreprises qui sont représentées dans la salle, dans le cadre ou autour d'un projet autour de la transformation numérique, donc modélisation, toutes les sciences du numérique. Nous avons, sur la semaine du 20 mars, un certain nombre d'événements, 2 événements majeurs. Le premier qui a lieu sur le campus de l'université, c'est un speed data d'Orléans. C'est surtout une rencontre pour les chercheurs du grand campus, mais évidemment les jeunes chercheurs, les docteurs sont également invités. Et une deuxième séance plus orientée entreprise et notamment thèse chiffres qui aura lieu le 23 mars au labo. Et là, pour de bon, je déclare ouverte la 3e édition de MT 180 Orléans. Merci.
1, 2, vous nous entendez bien. Bonjour Isabelle. Bonjour Olivier. Alors ce soir, Isabelle et moi, nous allons animer cette soirée, surtout pour présenter ma thèse en 180 secondes. Donc je vous présente donc Isabelle Foucault, qui est responsable administrative du service recherche de l'Université d'Orléans. Et Olivier Morand, qui est directeur de Centre Sciences. Voilà, donc nous allons pouvoir présenter cette soirée. Donc nos 4 doctorants sont juste derrière nous, ils vont bientôt venir tout à l'heure. Alors avant de commencer, quelques mots bien sûr sur ma thèse en 180 secondes. Comme le disait Johan Todinka, effectivement on a parfois l'impression que c'est un sujet qui existe depuis longtemps. Finalement ça n'est en France que depuis 4 ans, 4-5 ans, c'est arrivé en 2013. Alors avant, à l'origine, ma thèse en 180 secondes, c'est un dispositif qui vient de l'Université de Queensland en Australie, 3 Minutes Thesis, et puis repris par les francophones québécois et transposé avec le passage outre-Atlantique en France. Donc 3e année pour l'université d'Orléans, mais l'université de Tours, elle l'a repris assez tôt. Alors c'est un dispositif qui est porté par la CPU et puis le CNRS. Alors en quoi ça consiste ? Vous avez un livret, mais on reviendra dessus ce soir. C'est tout simplement présenter de façon vulgarisée à un auditoire grand public comme vous son sujet de recherche de façon la plus convaincante possible, la plus vulgarisée possible, de façon à pouvoir effectivement comprendre les enjeux sociétaux de ce type de recherche portée par les étudiants. Voilà. Alors ce soir, Orléans organise la finale locale, donc nous allons avoir 3 candidats qui partiront en finale interrégionale. Et dans la finale interrégionale, on a nos collègues des universités de Tours, de La Rochelle, de Poitiers et de Limoges qui font ou ont fait la même chose et ont déjà, pour je crois Limoges et La Rochelle, ont déjà fait leur finale locale. Donc le 6 avril, on se retrouvera et on vous donne rendez-vous dans cette même salle qui sera configurée de façon un peu plus large pour accueillir encore plus de public et qui aura une visioconférence au rez-de-chaussée pour permettre à beaucoup plus de monde de participer à cette finale. Et cette finale interrégionale nous permettra d'envoyer un doctorant ou une doctorante en finale nationale qui aura lieu à Paris 13-14 juin. Et une finale, et ensuite donc pour terminer le concours MT 180 avec la finale internationale qui cette année aura lieu en Belgique, à Liège. Voilà. Avec le concours donc, de l'Agence universitaire de francophonie, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui participent, francophones, qui participent donc à ma thèse en 180 secondes. Donc on va les nommer parce que, bien sûr, tous ces pays vont proposer des candidats. Donc la France, le Québec, le Maroc, la Belgique, la Suisse, Haïti, le Sénégal, Liban, la Turquie, la Tunisie, pardon, excusez-moi. Le Bénin, et moi je vous demande d'applaudir le Bénin parce qu'on a un candidat du Bénin. Voilà. Donc si vous voulez l'applaudir, il entend, je pense, derrière, et ça va lui faire chaud au cœur. Alors ensuite le Cameroun, la Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Indonésie, Roumanie et États-Unis. Voilà, donc ce sont les 16 pays qui potentiellement peuvent apporter des candidats à la finale internationale. Olivier, tu nous donnes quelques mots quand même sur la préparation que Centre Sciences a fait pour nos candidats ? Alors oui, Centre Sciences, avec le soutien de la région Centre, Val-de-Loire, collabore depuis plusieurs années à la diffusion de la culture scientifique. Et puis l'université, qui est un partenaire, nous a demandé d'accompagner donc les doctorants pour les préparer à ce travail, cette présentation grand public. Alors je tiens à remercier aussi une de mes collègues, Priscilla Fouché, qui est dans la salle, qui a également contribué à la préparation de ces doctorants, puisqu'il a fallu les accompagner notamment. Alors bien sûr, ils étaient totalement maîtres de leur texte. Vous allez voir aussi une diapo. Néanmoins, il fallait un peu les préparer. Également, ma collègue fait un peu de théâtre, donc ça peut aider au niveau de la préparation pour qu'ils soient le plus à l'aise possible sur scène, parler dans le micro. Donc c'est tout un travail qui a été réalisé sur plusieurs séances, de façon à ce qu'ils soient ce soir les plus, même s'ils sont un petit peu stressés, mais le plus préparés possible, puisque de toute façon, on le redira dans quelques instants, il y a quand même c'est un concours, donc il y a quand même des critères à respecter dans ce concours. Oui, mais ce concours apporte beaucoup de choses aux candidats qui ont accepté de se lancer. Et on va demander à Flora Reverchon, qui était notre
y est pris, oups, Voilà, l'année attention de pas dernière, et notre prix du public de bien vouloir nous dire ce que ça lui a apporté, comment elle a vécu ça, et tout ce qu'elle veut nous dire. Merci Isabelle. Alors, le concours MT 180, c'est une expérience très enrichie. Ah, je peux me mettre debout, non? Oui, voilà, on va inviter Flora à venir sur scène. Si j'habitue, mais non, s'y habitue pas à ça. Oh, bonsoir. Donc, ma thèse en 180 secondes, c'est, comme je disais, une expérience très enrichissante, aussi bien humainement, parce qu'on a rencontré plein de monde et on s'est côtoyé entre doctorants, mais aussi avec enrichissant aussi avec le public, parce qu'on a très peu l'habitude de communiquer avec un grand public, des spectateurs novices. Et donc ça, c'est très, très, très stimulant. Ce qui est stimulant, c'est de vous faire comprendre ce qu'on fait, parce qu'on a trop l'habitude de nous... Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, en biologie, à nous considérer un peu comme des rats de laboratoire, entre guillemets. Et donc, de pouvoir donner une nouvelle image de cette recherche. Je pense que la recherche, comme le disait Johan, est une recherche qui évolue. On n'est plus comme il y a quelques années. On a envie de se faire connaître, on a envie de parler de ce qu'on fait. Et ce concours, c'est une vraie formation pour ça. Et j'incite vraiment tous les doctorants à pouvoir le faire. Et moi, ça m'a lancé dans une vraie dynamique de communication et d'aller vers le grand public. Voilà. Merci, on l'applaudit parce que elle a connu l'exercice. Et on la remercie vraiment beaucoup parce que c'est notre ambassadrice MT 180. Elle nous a aidés pour faire la promotion, pour faire des petits clips, pour faire des petites opérations de com. Et en plus, c'est quelqu'un de tellement sympa. Voilà, donc merci beaucoup et on peut l'applaudir encore une fois. Alors maintenant, tout ça c'est bien, mais on va peut-être passer quand même à la présentation des candidats. Mais avant, je voulais quand même vous dire une chose. Cette année, on avait 7 candidats qui ont décidé de se lancer dans l'aventure. Mais la thèse, ça passe quand même avant le concours, ce qui fait qu'on en a 2 qui n'ont pas pu être là ce soir parce qu'ils sont à l'étranger. Ils sont dans le cadre de leur thèse en Italie et puis... Oui. Voilà. Et on en a une qui était en première année, qui nous avait dit qu'elle serait là ce soir. J'espère qu'elle est dans la salle. Ah oui, voilà, elle est là. Bah, on peut l'applaudir aussi, je crois. Parce que, franchement, pour une doctorante de première année, accepter de se lancer, c'était quand même pas rien. Mais bon, elle s'est rendue compte que le temps manquait un peu. Et puis, elle nous a promis d'être là l'année prochaine. Et on est super contents à l'idée de la voir l'année prochaine. Donc on a 4 candidats ce soir, donc il y en aura 3 nominés qui iront à la finale interrégionale. Ouais, les 3 meilleurs, enfin les 3 que le jury aura décidé de classer. Donc on va vous les présenter, bien sûr. Alors on va les appeler progressivement un par un. Donc j'appelle Dieudonné Fabrice Atrévi. Voilà, on peut l'applaudir. Vas-y Dieudonné. Je te laisse monter sur scène. Dieudonné, je vais te laisser mon micro pour que tu te présentes. Oui. Bonsoir. Donc, moi, c'est Dieudonné Fabrice Atrévi. Je suis doctorant au laboratoire PRISM. Je viens du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Je fais ma thèse sur la détection des événements rares par vision dans un contexte urbain et périurbain, sous la supervision de M. Bruno Émile et co-encadré par Damien Vivet. Voilà. Alors bien sûr, on aura tout loisir dans quelques minutes d'écouter complètement l'exposé donc de Dieudonné Fabrice. Voilà. En attendant, on va te laisser aller tranquillement, souffler un peu avant que les festivités commencent vraiment. Donc moi, j'appelle Xavier Damani. Xavier va arriver. Voilà. Bonsoir. Donc, je suis Xavier Damani. Je suis en thèse depuis 1 an et demi dans le laboratoire GRIMI, donc un groupe de recherche sur les milieux ionisés. Donc, j'étudie les plasmas pendant ma thèse, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et c'est tout. Voilà. Donc on en saura peut-être un peu plus tout à l'heure. Merci. Voilà. Donc 3e candidat, c'est Romain Garcia. Qui a un super fan club. Voilà. Bonsoir, donc, je suis Romain Garcia, je suis doctorant en 3e année de géographie et je fais une thèse
au laboratoire CEDET, donc sur l'éolien. Merci Romain. Ah, je te laisse rendre le micro à Isabelle. Et moi, j'appelle Lydie Lwengo. Je ne dois pas appeler assez fort. Il y a des supporters dans la salle. Je t'en prie, monte. Donc, je m'appelle Lydie Lwengo et donc moi j'ai réalisé une thèse CIFRE entre le laboratoire Prism et la société Hutchinson. Donc, le but de ma thèse c'était de faire de la reconnaissance automatique des noirs de carbone. Donc, je vous présenterai tout ça tout à l'heure. Et alors, je crois qu'on peut doublement l'applaudir ce soir parce qu'il se trouve que Lydie a soutenu sa thèse vendredi dernier et donc elle est officiellement docteure. Donc on retrouvera nos 4 candidats dans quelques instants. Voilà, on va juste vous présenter les modalités. Voilà, nous on s'est donné quand même pour challenge ce soir de pas trop faire durer les choses parce que ce qui importe c'est les candidats. Mais il faut que vous ayez quand même quelques infos. Beaucoup d'entre vous ont déjà participé ou ont déjà assisté aux précédentes finales. Mais pour ceux qui connaissent peu ou qui découvrent, déjà on voulait vous dire, donner quelques règles sur l'organisation et le déroulement de la soirée. Juste 2 choses, le CNRS, comme l'a dit le vice-président, et la CPU sont organisateurs d'MT 180 et on a l'impression que c'est un truc qui se déroule comme ça, mais non. Là, c'est très très cadré. Il y a un livret qui est mis en place et qui est distribué aux candidats, le livret donc du candidat, rédigé par CNRS et CPU, un livret du jury qui permettra à notre jury d'être guidé et de savoir sur quels critères, etc., délibérer et donner son avis, et un livret de l'organisateur pour nous. Donc on n'est pas tenu, la CPU, le CNRS ne nous oblige pas à avoir beaucoup de rigueur dans l'organisation pour la petite finale, mais on essaye de faire au maximum de façon à ce que nos candidats, qui moi je suis sûre iront très très loin, soient déjà le plus dans le moule et dans le cadre et se retrouvent dans les autres finales avec une organisation qu'ils connaissent déjà, et ça c'est important. Oui. Tout à fait. Alors, organisation qui est importante puisque donc il y a quand même un certain nombre de critères à respecter dans le cadre de cette organisation. Donc, les candidats auront 3 minutes pour pouvoir se présenter leur travail de recherche. C'est pourquoi vous avez, et ça c'est inscrit dans le livret d'organisation, un écran et eux-mêmes ont également un écran où il va y avoir donc les 3 minutes 180 secondes qui vont se décompter au fur et à mesure. Alors, pour leur donner encore un petit peu plus de stress, les 30 dernières secondes seront un petit peu marquées pour eux, de façon à bien voir qu'ils arrivent à la fin de leur temps. Et puis ils auront une diapo, un visuel qu'ils ont préparé pour tout simplement illustrer leur sujet, une diapo sur laquelle ils peuvent s'appuyer, mais une seule diapo. Et puis surtout, ils ont que 3 minutes, voilà. Donc c'est un timing très serré, donc c'est pour ça qu'ils ont préparé. Et puis, chaque candidat va être appelé, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis surtout, il y a quelques critères aussi techniques qui font que si pour une raison ou pour une autre, le candidat peut avoir un blanc à un moment donné, le compteur continue. Donc, on ne peut pas remettre le compteur à 0. Il y a quelques critères techniques qui permettent éventuellement de redémarrer. C'est si pour une raison ou pour une autre, le micro venait à être coupé techniquement, la lumière s'arrêtait. Donc, c'est des critères techniques qui, avec la présidente du jury, permettrait éventuellement de dire on propose au candidat de repasser, effectivement, de reprendre sa présentation. Et puis si au bout des 3 minutes, il n'a pas fini son sujet, il a 2 solutions. Soit il choisit de continuer et de terminer sa présentation, auquel cas il est disqualifié puisqu'il a dépassé ses 3 minutes. Soit il s'arrête, alors évidemment il n'a pas terminé sa présentation, mais au moins il continue à être qualifié pour éventuellement être choisi. C'est ce qu'on a fait sur les autres finales. Alors, la question qui se pose maintenant, on a 4 candidats, dans quel ordre vont-ils passer? Alors, on a plusieurs choix, toujours avec la réglementation, soit l'ordre alphabétique, soit un tirage au sort. Et nous, on a discuté avec nos candidats, et en fait, ils ont choisi une petite originalité pour Orléans. Ils prendront l'ordre alphabétique inversé. Voilà. Donc, on va démarrer par les derniers dans l'ordre alphabétique, par Lydie notamment. Voilà. Donc maintenant, on va vous présenter notre jury, qui est composé de 5 membres.
Pour vous les présenter, on va descendre parce qu'on va leur donner la parole. Oh, je ne pas tombée. Il y a quand même une marche un peu bizarre. La marche est étroite, hein. Voilà. Je dois vous le dire, il faut faire attention. Donc la présidente du jury ce soir, c'est Madame Catherine Pellage, qui est vice-présidente chargée de mission. Voilà, Catherine, peut-être avant de te laisser présenter, moi je voudrais dire qu'on s'est connus dans cette salle il y a pratiquement 2 ans, le 16 mars, pour une autre animation scientifique qui était proposée par la direction de la recherche et partenariat. C'est une animation qui consiste à proposer au grand public orléanais et aux chercheurs et à tout le monde des conférences par les chercheurs invités. Et nous, c'est Basilio Béliard, poète de République dominicaine, qui avait fait vraiment un carton, puisqu'on avait été obligé de pousser la 2e partie. Et franchement, c'était super. Voilà. Mais c'est vrai que moi aussi, je garde un souvenir très ému de cette rencontre. Et effectivement, c'était un professeur invité de République dominicaine, poète, qui avait gagné le prix national de poésie en République dominicaine, qui est un universitaire en plus de renom, et qui avait passé 1 mois à l'université d'Orléans. Et puis, en République dominicaine, je pense que l'université d'Orléans a fait la une des magazines culturels pendant un bon moment. Là, il nous avait dédicacé ses œuvres. Il avait même fait un poème pour Orléans. Voilà, c'était super. Alors, comment tu as pris contact avec MT 180 ? Tu as déjà participé, assisté à des finales, ici, ailleurs ? Alors, MT 180, c'est vraiment un événement qui m'intéresse énormément parce que je trouve qu'effectivement il va dans le sens d'une diffusion des travaux qui sont réalisés à l'université, des travaux des jeunes chercheurs, et que cette diffusion est particulièrement importante pour faire connaître la recherche universitaire, pour faire connaître les travaux des doctorants, et puis permettre un rayonnement de l'université. Donc je suis depuis plusieurs années MT 180, mais c'est la première fois que je vais participer. Nous sommes très heureux de t'avoir comme présidente de ce jury de la 3e édition. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors j'appelle on va rappeler Flora quelques instants. Flora Reverchon, donc, qui est doctorante et qui a travaillé notamment, je crois, sur le cerveau et les maladies. Paludisme. Rebonsoir. Donc, en effet, je suis en 3e année de thèse, la dernière ligne droite, au laboratoire d'immunologie sur le campus du CNRS. Et on étudie plus particulièrement la malaria cérébrale, qu'on peut appeler aussi neuropaludisme. Donc voilà, on étudie un peu son mécanisme et comment est-ce que cette maladie se met en place. Merci Flora. Moi, j'appelle Monsieur Jean-Claude Bourquin, qui est membre de la commission recherche du Conseil académique et ex-vice-président du Césaire, donc Conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val de Loire. Monsieur Bourquin. Je crois que je vais reprendre les propos du vice-président de tout à l'heure. À travers cette manifestation, on voit ces jeunes doctorants aller vers la société civile, et en fait c'est peut-être parce que je représente un peu la société civile que vous m'avez sollicité pour faire partie et de votre commission recherche et de ce jury. Je crois qu'il est extrêmement important de voir ces jeunes gens aller vers la société, montrer ce qu'ils font, le traduire en termes simples pour faire en sorte que la population soit fière de voir ces jeunes qui sont engagés dans la recherche. Et puis c'est peut-être aussi important pour la jeunesse de notre ville, de notre région, de voir que cette jeunesse peut peut-être demain rejoindre ce corps des chercheurs. Alors, 4e membre du jury, je vais appeler Patrick Eschgut, donc qui est chercheur au CNRS, notamment au CEMTI, sur les matériaux de température. Tu as tout dit. Donc, je suis Patrick Eschgut, je suis directeur adjoint du CEMTI. Je suis venu plusieurs fois pour soutenir quelques candidats du laboratoire qui malheureusement n'ont pas gagné, n'ont pas été sélectionnés. Donc là, je viens juger les autres. Mais je viens surtout parce que j'ai accepté de participer au jury parce que je pense que la thèse, c'est peut-être un des
meilleur diplôme que peut donner l'université, en ce sens qu'il y a, à travers les 3 ans de thèse, et j'espère que les jeunes ne me démentiront pas, il y a une vraie expérience professionnelle qui, je trouve, n'est pas assez valorisée à la sortie de ce diplôme. Donc, continuez à vous battre, faites-vous connaître, et MT 180 est un moyen de se faire connaître, et moi, je suis tout à fait solidaire de vous. Merci. Et le 5e membre du jury, donc Monsieur José Texera, qui est délégué départemental de Caserne Banque Populaire, qui est un partenaire important pour nous, puisque vous nous suivez sur tous nos événements. Remise de diplôme, MT 180. Eh bien, bonsoir à tous. Effectivement, la CASDEN, qui est une banque coopérative assez proche de tout ce qui est recherche, mais aussi fonction publique au sens large, eh bien, nous sommes bien souvent appelés sur des événements de ce genre, et nous sommes toujours partants pour aller au contact des futurs chercheurs, scientifiques et autres partenaires. Donc, au départ, la CASDEN, c'est une banque faite par des enseignants pour des enseignants. Depuis maintenant 1 an et demi, nous sommes la banque de la fonction publique. Vous nous voyez dans les pubs publicitaires, vidéo, audio, on est un peu partout. L'idée, c'est plutôt, on est partenaire du CNRS, on est partenaire de l'université. On a des conventions un petit peu avec le ministère de l'Éducation nationale pour être la banque coopérative numéro 1 pour tout ce qui est de près ou de loin fonction publique. Eh bien, nous sommes ravis d'être là ce soir et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Voilà. Merci. Alors, nos 5 membres de jury auront bien sûr des critères pour noter nos 4 doctorants. Donc, il y aura bien sûr un critère qui sera d'évaluer le candidat sur son intervention, le rythme, la tonalité de son discours, de son propos. Bien sûr, sur la qualité de médiation du sujet, qui est importante, parce qu'effectivement, il faut pouvoir vulgariser en termes le plus simple possible son sujet de recherche. Il y aura également une notation aussi sur la diapositive qui va être proposée par le doctorant. Et puis, un point également aussi important, il peut y avoir un coup de cœur, tout simplement. Donc, ça peut être aussi un des critères pour le jury pour pouvoir attribuer le prix qu'il souhaite à nos doctorants. Voilà, les principaux critères. Alors, nous, depuis 2 ans, on s'est dit que c'est très important, bien sûr, ce classement du jury, mais on a aussi envie de faire participer notre public. Donc, depuis 2 ans, on fait un prix du public. C'est un prix honorifique, bien entendu, puisque ça permet pas à la personne qui l'emporte de partir en finale interrégionale, mais c'est quand même très très sympa. Et cette année, ce sera prix du public MGEN, qui est notre second partenaire, qui nous suit aussi, Madame Bourran qui est là, qui nous suit sur tous nos événements et que je remercie aussi beaucoup, à qui je fais coucou. Voilà. Donc, quand vous êtes arrivés, on vous a remis un petit jeton. On utilisera ce jeton pendant que le jury délibérera. Et puis, on se retrouvera tous pour remettre les prix. Et là, je crois qu'on va passer vraiment au vif du sujet. À la soirée. Donc, on vous expliquera tout à l'heure comment utiliser votre jeton. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Je crois que c'est le plus important pour vous. C'est ce que vous attendez tous. Donc, on va appeler, dans un premier temps, Lydie. Lydie qui va arriver, donc voilà Lydie, donc je lui laisserai mon micro peut-être, ça sera le plus simple. Voilà, alors je vais juste avant de lui donner mon micro rappeler le sujet de sa thèse qui est développement de méthodes d'analyse d'images dédiées à la caractérisation morphologique et nanostructurale des noirs de carbone dans les matrices polymères. Donc, je vais laisser le micro à Lydie, qui, dès qu'elle démarrera son sujet, la technique qui est située derrière, lancera le chrono. Voilà. Au quotidien, nous sommes entourés d'une multitude d'objets. Mais vous êtes-vous déjà demandé de quoi ils étaient composés ? Eh bien, moi, oui. Je me suis intéressée à ceux en caoutchouc. Ce sont des pâtes cuites, constituées de plusieurs ingrédients, un peu comme une recette de cuisine. Lorsque vous voulez faire un gâteau au chocolat, vous y mettez du beurre, de la farine, des œufs et bien sûr du chocolat pour le goût. Eh bien, pour les objets en caoutchouc, c'est pareil. Vous allez mettre votre ingrédient principal, le caoutchouc,
avec d'autres produits, des plastifiants, des protecteurs, mais surtout des charges qui sont indispensables. Parmi ces charges, on trouve le noir de carbone. C'est celle qui confère les propriétés renforçantes. Et tout comme le chocolat, il en existe différents types qui n'auront pas les mêmes effets. Le but de ma thèse a été de développer un outil de reconnaissance automatique des noirs de carbone. Si on reprend l'exemple du chocolat, admettons que j'aurais envie de mélanger les étiquettes de mes tablettes. Ce sera embêtant, non ? L'objectif serait alors de développer une méthode qui me permette de savoir à quel type de chocolat j'ai affaire. Pour le noir de carbone, c'est exactement pareil. Il s'agit d'une poudre dont on cherche à déterminer le type. Mais contrairement au chocolat qui est différenciable en un coup de dent, ces caractéristiques sont invisibles à l'œil nu puisqu'elles sont 1 million de fois plus petites qu'un grain de sucre. Seul un microscope ultra performant permet de les observer et de les photographier. À partir des images obtenues, j'ai ainsi pu créer un énorme album reprenant tous les noirs de carbone existants. J'ai par la suite développé un logiciel qui repère leurs caractéristiques afin de les identifier. Imaginons que vous vouliez refaire le gâteau de votre enfance, non pas à partir d'une recette, mais d'une photo. Sur cette image, où vous êtes recouvert de farine, une cuillère à la bouche, il y a également tous les ingrédients nécessaires sur la table. Concentrez-vous sur le chocolat. Vous voyez la marque de la tablette, la quantité utilisée et la couleur. Eh bien, mon logiciel va agir exactement de la même manière. Il va inspecter chaque détail de mon image et la comparer à toutes celles de mon album. Cette technique vise à analyser le composant le plus utilisé dans l'industrie du caoutchouc afin de développer des produits toujours plus performants. La résistance de vos objets en caoutchouc n'est donc pas le fruit du hasard. Elle dépend en réalité de ces tout petits noirs de carbone. Vous regarderez désormais vos objets et vos tablettes de chocolat d'un œil nouveau. Je vous remercie. Je crois qu'on peut l'applaudir, effectivement. Merci donc à Lydie. Et donc, effectivement, Lydie, maintenant qu'elle est passée, eh bien, va pouvoir prendre place parmi nous pour continuer la soirée et assister donc à la présentation des prochains candidats. Donc moi, je vais appeler Romain Garcia à venir présenter. Voilà. Alors Romain, je vais te donner effectivement le micro dans quelques instants. Je prends mes lunettes parce que moi, il me faut mes lunettes. Voilà, c'est plus simple. Voilà, l'acceptabilité des parcs éoliens par la population locale des espaces ruraux du centre-ouest de la France. Voilà, donc c'est son sujet de thèse et je vais lui laisser le micro. Allô ? Bonjour, je suis étudiant et je fais une recherche sur les éoliennes. Non, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Ah bah voilà, on m'a encore accroché au nez. Voici une partie de mon travail. Je vous contacte pour vous demander votre avis sur des projets éoliens développés à proximité de vos habitations. Et bien souvent, vous me raccrochez au nez. Les personnes sont souvent peu enclines à me répondre, d'autant plus quand c'est pour évoquer les éoliennes qui vont fleurir dans leur jardin. Les opposants sont alors animés d'une volonté digne de Don Quichotte qui partait autrefois en croisade contre les moulins à vent. Aujourd'hui, quand on évoque les aspects négatifs de l'éolien, les principaux reproches qui reviennent sont que ça gâche le paysage et que cela fait du bruit. Alors, vous pensez peut-être qu'avec mon enquête, je brasse du vent. Néanmoins, il est essentiel de comprendre pourquoi les habitants des zones rurales sont opposés à l'implantation de cette grande marguerite. Elle pourrait en effet nous assurer une électricité verte et durable. Comprendre la perception des habitants sur l'éolien permettrait de mieux implanter ces moulins à vent et de rendre notre futur plus respirable. Et c'est là que j'interviens. Pour contribuer à cet objectif, je rencontre les habitants des espaces où des éoliennes vont être installées et je discute avec eux. Bon, c'est souvent autour d'un petit café. Je mène ensuite une analyse sociologique pour comprendre leur raisonnement, leur choix de s'opposer ou non au développement de cette énergie. Cependant, je ne suis pas sociologue, mais géographe. Je mène donc mes entretiens dans plusieurs territoires, je voyage avec mon sac à dos et je rencontre les habitants.
Ces voyages me permettent d'établir des comparaisons entre différents espaces ruraux, des petits villages en général, afin de déterminer, selon les espaces, les différences de perception sur l'éolien. Mais rassurez-vous, je ne fais pas que ça. La finalité de ma thèse est de créer un outil de mesure de la probabilité d'opposition à l'implantation de parcs éoliens. Cet outil va me permettre de quantifier de la manière la plus précise possible l'acceptabilité locale des éoliennes et quels sont les territoires les plus aptes à les accueillir. Mon objectif, in fine, est de contribuer à la réussite de la transition énergétique pour laisser à nos générations futures un environnement sain. C'est ambitieux, mais comme le disait Robert Sabatier, un rêve qui ne devient pas réalité est un rêve qui n'a pas été assez rêvé. Bon, maintenant que vous m'avez écouté et que vous savez ce sur quoi je travaille, je passerai parmi vous pour récupérer vos numéros de téléphone et pour vous questionner. Non, bon, évidemment, je blague, mais la prochaine fois que je vous appellerai, ne me mettez pas avant. Je vous remercie. Merci Romain. On va laisser le photographe faire quelques photos avant de passer à notre candidat suivant. Voilà. Merci. Donc il peut prendre place dans la salle. Et on appelle Xavier Damani, du Crémy. Bienvenue Xavier. Vas-y, je te laisse monter sur scène et je vais te passer le micro dans quelques instants. Donc Xavier, son sujet c'est études et applications de dispositifs multijet plasma à la pression atmosphérique. Voilà. On a tous appris à l'école que la matière pouvait se trouver sous 3 états. Il y a l'état solide. Si vous chauffez, vous obtenez l'état liquide. Et si vous continuez, l'état gazeux. En fait, c'est un peu comme les 3 mousquetaires. Vous en avez un 4e, mon préféré. Parce que si vous donnez assez d'énergie à un gaz, vous allez totalement changer ses propriétés chimiques et électriques, si bien que vous créez un nouvel état, le plasma. Ça peut vous paraître nouveau, mais vous en voyez tout le temps. Chaque jour, vous êtes éclairé par une grosse boule de plasma qui brûle à des millions de degrés, le soleil, et la nuit aussi, puisque une grande partie des éclairages, comme les ampoules basse consommation, sont faites de plasma. Dans les années 2000, on s'est rendu compte que certains plasmas pouvaient réagir avec le monde du vivant de manière à être utilisés à des fins biomédicales. Ce sont ces plasmas-là que j'étudie et ils peuvent avoir 2 effets. Un effet destructeur ou bien alors régénérateur. D'un côté, on est capable de réduire la taille de tumeurs cancéreuses, ce qui offre une nouvelle voie dans la lutte contre le cancer, et de détruire des microbes et des bactéries pour stériliser des objets ou des plaies. D'un autre côté, on peut régénérer certaines cellules, de manière, par exemple, à accélérer la cicatrisation, ou encore, là je vais peut-être avoir l'attention de tous ceux de plus de 40 ans, pour favoriser la production de collagène, si précieux en cosmétique. Alors je vous rassure, les plasmas qu'on utilise ne sont pas à plusieurs millions de degrés. On ne veut pas désintégrer notre patient en même temps que sa tumeur. On utilise des plasmas à température ambiante qu'on appelle jets de plasma froid. Un jet, c'est très efficace, mais très petit. Or, on devrait s'attaquer à de grandes surfaces. Alors vous allez me dire que ce n'est pas compliqué, il suffit de prendre plein de jets, les mettre les uns à côté des autres, et l'affaire est réglée. Mais si vous faites ça, vous allez multiplier les coûts et les risques de dysfonctionnement. Heureusement, notre plasma a un dernier avantage dont je ne vous ai pas encore parlé, il peut se dédoubler. C'est-à-dire qu'à partir d'un seul jet, vous pouvez en créer une multitude. Alors on sait que ça marche, vous en avez la preuve sur cette image, mais on ne sait pas encore exactement comment. Et il reste à analyser les propriétés de chaque jet ainsi formé. Je réalise donc une thèse expérimentale pour d'une part chercher à optimiser ces dispositifs en vue d'application industrielle, mais aussi pour comprendre la physique derrière ces jets de plasma. Au XXe siècle, on s'est rendu compte que certaines avancées en physique pouvaient avoir des retombées phénoménales en médecine, comme par exemple avec les lasers dans les années 80. J'espère que bientôt, ce sera au plasma de franchir ce pont, et je ne serais pas étonné si dans quelques années, les instituts de beauté vous proposaient des douches plasma pour prendre soin de votre peau. Merci.
Merci. Je crois qu'on peut à nouveau l'applaudir. Il va s'installer. Et on Voilà, va oui, il y a les places prévues pour... appeler notre quatrième candidat. Voilà. Alors, Dieudonné Fabrice, à très vite. voilà, Dieudonné. Je te laisse monter sur scène. Je vais te laisser le micro dans quelques instants. Donc, même chose, je vais vous lire son sujet de thèse. Détection et analyse des événements rares par vision dans un contexte urbain et périurbain. Voilà. Donc, je te laisse le micro. Dans les centres commerciaux, les aéroports et sur nos routes, n'avez-vous jamais remarqué la présence de caméras? Elles sont là pour assurer, entre autres, notre sécurité. Mais comment? En général, derrière ces caméras se trouvent des personnes chargées d'assurer la surveillance de plusieurs lieux simultanément. En cas de problème, comme lors des tristes événements qui touchent le monde, le temps de réaction est un facteur essentiel pour la gestion de la crise. Il est donc nécessaire de vite identifier les sources potentiellement dangereuses. Et pour des gens qui se retrouvent derrière des dizaines d'écrans, cela paraît difficile. Ne serait-il pas alors génial de mettre à disposition un logiciel capable d'identifier rapidement ces sources potentiellement dangereuses? Ma réponse à moi est oui. Je suppose que certains d'entre vous ont déjà utilisé sur votre smartphone des applications qui détectent automatiquement le visage, voire même des objets. Ce fut déjà un très grand pas technologique. Mais pourra-t-on pour autant amener un ordinateur à reconnaître une action potentiellement dangereuse? Comment peut-il juste, en décryptant le mouvement d'un homme déposant un colis suspect, attirer l'attention des surveillants d'écran? Ou pourra-t-il même faire la différence entre ce fait et le mouvement d'une femme laissant tomber sa valise pour rattraper son enfant qui court dans tous les sens dans un aéroport? C'est sur ces questions passionnantes, à la fois scientifiques et technologiques, que se base ma thèse. Pour y répondre, je me sers bien évidemment de l'informatique, mais aussi des mathématiques. Ainsi, j'élabore des méthodes visant à extraire de l'information pertinente dans une vidéo, telles que les applications qui détectent notre nez pour le remplacer par celui d'un chien. Moi, je détecte des points qui caractérisent la forme d'un enfant, d'une valise, d'une voiture. Ainsi, l'ordinateur sera capable plus tard de les identifier afin d'analyser leur interaction. Les résultats de mes travaux serviront bien évidemment dans le domaine de la sécurité, comme je vous l'ai dit, mais pas seulement. Grâce à un tel logiciel, on peut s'intéresser à l'économie d'énergie, voire même la protection environnementale. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, l'éclairage public représente 41% de la consommation d'électricité des territoires, ce qui pousse certains décideurs à définir des plages horaires pour leur allumage. On s'intéresse alors à leur gestion intelligente. Imaginez sur une voie publique, dans la nuit profonde, alors que l'éclairage est éteint et qu'un accident survient. Un tel logiciel peut servir non seulement à allumer l'éclairage, mais à alerter les secouristes. On se retrouve alors à faire une réduction de la consommation d'électricité, de la pollution environnementale liée à l'émission inutile de la lumière, mais aussi à mettre à disposition un outil d'alerte intelligent. J'espère que mes contributions durant cette thèse permettront à laisser à la génération future un monde plus sécurisé et moins pollué. Je vous remercie. Voilà. Moi, je crois qu'on peut applaudir vraiment Oui, les je crois quatre qu'on peut à candidats. nouveau applaudir nos 4 candidats. Ils ont tous relevé le défi vraiment de la thèse en 180 secondes. Ouais, et c'est puis ils ont génial. vraiment bien Vraiment. travaillé. Voilà. Vraiment. Et puis surtout, bon, comme vous l'avez remarqué, ils sont juste rentrés dans leur timing, à quelques secondes près, juste avant la fin des 3 minutes. Donc ils avaient vraiment bien préparé leur texte pour que celui-ci soit le plus fluide possible et rentre dans ces fameuses 3 minutes. Voilà. Donc ça va être le moment de délibération de notre jury qui, donc, pour vous rappeler les règles, va s'absenter une vingtaine de minutes pour voilà, tout simplement délibérer. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, le public, vous allez pouvoir participer puisqu'on vous a remis un jeton à l'entrée avec le petit livret explicatif. Et donc Isabelle. Sur le
l'étage. Voilà, à la sortie, juste à l'entrée, avant la salle. Voilà, vous allez trouver 4 bocaux avec la photo de nos candidats et la reprise de leur diapo. Et le public va voter, donc tout le monde vote, il n'y a pas de souci. Pendant que moi je vais accompagner notre jury, s'il a besoin d'une information quelconque, et en attendant qu'on revienne pour donner les résultats, Olivier, tu accompagnes... Voilà, donc moi je serai présent juste à l'extérieur de la salle, à côté donc des 4 bocaux. Vous avez une vingtaine de minutes pour échanger, discuter. Il est 7h moins 5, on se retrouve dans une vingtaine de minutes, vers 7h15. Et puis vous pourrez voter. Donc là c'est le prix du public, en plus du jury. Voilà. Peut-être que tu demanderas quelques mains... Oui, pour pouvoir comptabiliser s'il y a vraiment un équilibre. On va compter, bien sûr, à un moment donné, à l'issue de ces 20 minutes, dès que tout le monde aura voté, on va tout simplement comptabiliser les jetons. À tout à l'heure. À 7h15. Bien, je crois que nous allons pouvoir assister à la remise des prix. Voilà, le jury a délibéré, le public a délibéré. Donc je vais laisser la parole à Isabelle, c'est elle qui va appeler donc les personnes qui vont tout simplement remettre les prix. Alors moi je voulais juste vous dire comment on va procéder. On va appeler la personne effectivement qui va remettre le prix, et moi je demande à tous ceux qui ont envie de venir pour faire une photo avec le lauréat de venir sur scène, comme ça Maric pourra prendre des photos avec tous ceux qui ont supporté leurs copains, la famille, le directeur de thèse s'il est là, le directeur de labo, enfin tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus pour être sur la photo. Ah, alors il va falloir repartir. Ça sera mieux sur scène. On arrive à la fois pour les candidats et pour la remise des prix. Puis moi, je remettrai le micro. Alors, on va procéder, donc, pour garder un peu de suspense, par le 3e prix. Donc, moi, j'appelle Monsieur Texera de Casden Banque Populaire pour venir remettre le prix. Comment ? Ce n'est pas moi qui ai le prix. Non, pour remettre le prix, le 3e prix, donc à... C'est moi qui annonce ? Bah oui, allez-y. Eh bien, donc, j'appelle Romain Garcia pour le 3e prix. Bravo. Et puis, alors, j'ai une petite carte pour mon téléphone, parce que je pense que j'aurai reçu bientôt. Oui. Merci à tous et surtout aux formateurs, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc surtout, merci à Olivier et à Priscilla qui nous ont accompagnés pendant la formation, et merci aux organisateurs, à Isabelle, Aurore, tout ça. Donc merci, et puis merci au jury, merci à tout le monde d'être venu nombreux ce soir. Donc, merci à tous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir faire des photos avec Romain ? Non, je me doutais. Il suffit de venir, allez-y. Voilà, il va y avoir beaucoup de monde sur l'estrade. Sinon, on fera plusieurs photos. Au contraire, allez-y tous. Voilà, et... Super. Voilà, moi je vais essayer de ne pas tomber dans le trou. Là. non. Avec les talons, c'est pas facile. Super. Merci à tous. Maintenant, je vais demander à Johan Todinka, notre VP CS, de bien vouloir venir donner le 2e prix de l'Université d'Orléans. Mais à qui ? À qui ? Donc, le 2e prix est attribué à Dieudonné Fabrice à Trévis pour ses travaux sur la détection d'images. Voilà le prix. Félicitations, bravo. Alors là aussi, venez faire les photos. Hein. Allez, tout le monde. Ah, t'as pas parlé, excuse-moi. Je
Oui. Donc, je remercie les organisateurs, les formateurs pour la formation, tous les collègues et tous ceux qui sont venus me soutenir. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Allez-y, groupir. Pour remettre le premier prix, donc, j'appelle notre vice-président au conseil d'administration, M. Batakis. Merci. Oui, je vais essayer de ne pas faire la même erreur qu'on fait aux Oscars. Donc, attendez un tout petit peu avant d'applaudir, au cas où. Donc, c'est un grand plaisir, en fait, d'attribuer ce premier prix à M. Dominique Xavier. Pour son exposé sur le plasma. Félicitations. Merci. Alors bien sûr, je remercie effectivement Priscilla et Olivier qui nous ont beaucoup aidés pendant cette formation pour améliorer notre discours et notre prestance scénique. Tous les autres participants, parce qu'on a vraiment formé un super groupe, on s'est entraidés, il y a eu une super ambiance et c'est ça aussi qui nous a permis, je pense, ce soir de vous proposer une soirée de qualité avec une bonne ambiance et voilà. Et puis bien sûr, il y a tous ceux de mon labo qui sont venus dans le fond là-bas, que je remercie beaucoup, ça me fait super plaisir. Ils me supportent la journée et même le soir, du coup, c'est sympa. Et puis, merci à vous tous d'être venus, nous avoir encouragés, avoir ri à nos blagues plus ou moins drôles. Et j'espère que vous reviendrez le 6 avril pour nous encourager encore une fois. Merci beaucoup. Donc, on invite déjà tous les candidats, tous les lauréats et tous leurs proches de venir pour une photo de souvenir. Ah ouais. Oui, pardon. Yann, et Anna, tu viens aussi? Voilà, s'il y a des photos, n'hésitez pas à vous décaler, voilà, à vous recentrer un peu sur la scène. Parce qu'il y a le prix du puis après tu reviens. Voilà. Alors, on est passé au... On a tous les résultats donc, du vote du jury et maintenant on a donc le retour de notre prix du public. Et là, je vais demander à Madame Bourran de bien vouloir, donc MGEN, qui nous soutient sur le concours, et à Flora Reverchon, qui est donc prix du public de l'année dernière, à remettre le prix du public. Romain Garcia. Vous l'avez pas? Non, je ne l'ai pas. Non, mais attends, je vais le chercher. Bien, je suis ravie en tout cas de vous remettre un prix. Voilà, ce prix du public. Voilà, vous avez fait une super prestation. Félicitations. Voilà. Et puis j'espère que vous porterez loin les couleurs donc, de l'Université d'Orléans. Voilà. Oui, non. Elle discute. Non, j'essaye de... Pardon. Voilà, nous avons... Ça y est. Donc, écoutez, on va applaudir tous nos candidats. On va leur demander de remonter sur scène.
Voilà, moi je propose qu'on fasse une photo de groupe avec tout le monde, avec nos partenaires, avec nos sponsors. Et ensuite, je demanderai à monsieur le vice-président de bien vouloir clôturer la soirée. Mais peut-être que tu rappelles tout le monde pour une photo de groupe. Oui, absolument. C'est déjà fait, je crois. Donc, non, il n'y a pas tout le monde là. Non, c'est déjà fait. En fait, vous avez été invité à nous rejoindre sur l'estrade. Cette fois-ci, le vice-président recherche est exigé. Voilà, on va me faire... Voilà. Et ils sont là, Isabelle. Ah, on cherchait quelques lots complémentaires. Voilà, ils sont là. Merci. Donc, avant de passer, si j'ai bien compris, il y a de quoi c'est... Oui. Voilà. C'est rafraîchir, on va dire. Voilà, il y aura un rafraîchissement, effectivement, juste après la cérémonie. En 2 mots, donc, pour ne pas... Je suis un peu grec et j'aime bien être laconique. Déjà, en fait, remercier encore une fois très chaleureusement les candidats, très chaleureusement les organisateurs et nos sponsors. Dire que cette tradition maintenant qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est un excellent vecteur de communication d'abord de ce qu'ils ont fait à l'université. C'est un excellent vecteur aussi pour permettre à nos chercheurs d'abord de communiquer auprès de leur famille, ce qui n'est pas évident, je sais, je suis matheux. Mes parents n'ont jamais compris ce que je faisais. Moi non plus parfois. Donc, et surtout en fait, de faire venir les jeunes, les plus jeunes en fait, vers les sciences, parce que c'est un domaine qui est particulièrement passionnant. Quand je dis sciences, au sens large, c'est-à-dire, évidemment, ça va de la géographie jusqu'aux mathématiques, en passant par toutes les sciences sociales. Donc, et c'est pour ça, en fait, que l'Université d'Orléans, comme toutes les universités, je crois, maintenant en Europe, tient particulièrement, en fait, à maintenir cette tradition, ce concours, on va dire, qui n'est pas un concours, c'est plus une fête, et encourage ces doctorants de participer année après année. Donc vous êtes, vous, invités à encourager vos collègues d'être là les années suivantes. Merci encore. Merci. Alors, je vais appeler Madame Bourran pour la MGEN et Monsieur Texera pour la CASDEN, de façon à remettre encore des lots, voilà, complémentaires. Oui, l'escalier, il faut faire très attention. Redoutable, effectivement. La sauce. Tu invites tout le monde. Les 3 candidats représenteront pour la finale interrégionale. Oui, ce sera ici. Avec une visio en bas. Je ne sais pas encore, 18h, mais le tout c'est qu'ils viennent nombreux et que la salle sera... J'ai déjà dit, mais enfin autant que je dis ça. Oui, je sais pas. Oui, je crois que les micros du pupitre sont ouverts. Oui. Une dernière information, c'est une information, une invitation et un plaisir de l'annoncer. Le 6 avril, au soir, on a la finale interrégionale dans cette salle avec retransmission en bas et peut-être des grands écrans en fait devant la cathédrale. Non, ça c'est... En tout cas, en fait, il est indispensable d'être là, de faire venir et de participer pour donner encore plus d'élan en fait à ces concours. Je n'aime pas le terme concours. De ma thèse en 185 ans, en fait, que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais plus jeune et que nos jeunes de nos jours ont la chance de pouvoir intégrer. Encore merci à vous tous.